Bonjour tout le monde. Alors, traitement pharmacologique de la maladie d'Alzheimer et de la démence mixte. Vous avez remarqué sur ma diapositive, il y a le logo de l'INES. En fait, ce que je vais vous présenter, c'est les grandes lignes du guide d'usage optimal du traitement de la maladie d'Alzheimer et de la démence mixte. Dr Louis Verrette, qui est neurologue à l'hôpital Enfant Jésus à la CIM, et moi-même, on a eu la chance de faire partie du comité qui a élaboré ce guide-là avec l'INES. Donc, je vais vous en dire les grandes lignes et vous parler un petit peu de la recherche pour les 5 à 10 dernières minutes. Voici mes conflits d'intérêts. Vous n'avez pas de notes à prendre. Tout est dans le guide d'usage optimal de la médication. Il y a un webinaire qui a été fait également à l'INES. Donc, Marie-Claude Breton m'a aidé à monter, à animer, en fait, le webinaire. Et ça, c'est mes conflits d'intérêts. En guise d'introduction, je vous présente 4 cas cliniques. Le premier cas, Juliette, 84 ans, qui n'a pas d'antécédent, qui n'a aucun médicament, qui est à domicile. On a remarqué chez elle des propos répétitifs. Elle cherche, elle perd ses choses, manque d'humour, est autonome aux AVQ, besoin d'aide un petit peu aux AVD. L'examen physique tout à fait normal, MMSE 24 sur 30. Donc, vous, après votre évaluation, vous diagnostiquez une maladie d'Alzheimer d'intensité légère. Elle est à domicile, pas trop malade. Est-ce que vous allez lui donner un médicament pour la maladie d'Alzheimer? Je vous laisse réfléchir et on verra à la fin. Deuxième cas, Georgette, 88 ans. En fait, ça, c'est un vrai cas qui date d'une vingtaine d'années. C'est un petit peu rigolo. Je voyais ces gens-là à la maison. Ils étaient 3. Il y avait Georgette, 88 ans, son mari, 94 ans, et la sœur de Georgette, 84 ans, les 3 déments. Georgette démente de façon sévère, son mari aussi sévère, sinon plus, et la sœur qui était un petit peu moins démente, là, qui gaulait un petit peu plus. Et c'était la fille de Georgette qui les supervisait. Sa fille arrivait tôt le matin, avant le lever, elle assurait le lever, déjeuner, passait la journée entière avec sa mère, son père et sa tante, et elle restait jusqu'à la mise en nuit, jusqu'à tard le soir. Elle retournait coucher chez elle et elle revenait le lendemain matin. Donc, madame... malade, atteinte cognitive dans toutes les sphères, connue pour MPOC, diabète, dépendante pour tous les AVQ et les AVD, MMSE qu'on a de peine à faire à 3 sur 30, donc une maladie d'Alzheimer à un stade sévère. Et c'était l'année en 97 où l'Aricept est sorti. Et au téléjournal, la veille de ma visite à domicile, on avait parlé d'Aricept et la fille m'avait dit, bien, pensez-vous que ça serait un bon médicament pour ma mère? On verra. Rita, 85 ans, anticoagulée pour de l'AFA, 22 sur 30. On fait le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer à un stade léger. Et l'infirmière vous fait remarquer que ces derniers INR, là, on a de moins en moins de Coumadin, mais on dépistait beaucoup de troubles cognitifs avec le Coumadin. Hein, les gens qui ont des INR qui varient énormément. Donc, le 25 septembre, il était à 6, le 19 septembre, 1,1. 12 septembre, 3,2. Puis en révisant le dossier, il faut regarder des TSH qui sont très fluctuantes. Donc, ça vous laisse un doute. Est-ce qu'elle prend vraiment ces médicaments comme il faut? Cette dame-là qui est toute seule à la maison, est-ce qu'on va lui donner une médication pour la maladie d'Alzheimer? On verra. Et Roger, 94 ans, il reste dans une résidence personne âgée, très malade, FA, MPOC, MCAS, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale. Et la cerise sur le sundae, il fait un zona dans les derniers jours. Une médication lourde, bisoprolol, diltiazem, lipitor, Diovan, Advair et la ville, Dilodid, activant au coucher, puis il commence à être un petit peu tannant à la résidence. On lui a donné du Seroquel en plus. MMSE 15 sur 30, une démence mixte, est-ce que vous allez lui donner une médication? Lorsqu'on prescrit un médicament pour la maladie d'Alzheimer, on doit prendre des précautions. Des précautions pour 3 choses. Premièrement, c'est des médicaments qui ont un effet modeste. On est loin des antibiotiques dans l'infection urinaire, on est loin des antibiotiques dans la pneumonie, donc effet modeste. Deuxième raison, c'est que c'est des médicaments qui s'adressent souvent aux personnes âgées, multipathologiques et polymédicamentées, donc on devra faire attention au profil d'innocuité de cette médication-là. Et troisième raison de prendre des précautions, c'est le coût qui est quand même pas négligeable. Donc, avant de prendre la décision de prescrire les médicaments anti-Alzheimer, on devra peser dans la balance 2 choses, les avantages, les bénéfices et les risques de l'autre côté. Donc, on devra s'asseoir avec le patient et sa famille et son aidant, savoir est-ce qu'il y a plus d'avantages que de risques.
Quels sont les bénéfices et les risques? Si vous regardez dans le guide, c'est exactement l'image que vous avez, donc tout est dans le guide. Mais avant de parler des bénéfices et des risques, voyons à qui on a affaire. Dans le fond, on a affaire à 2 familles de médicaments. La première famille comporte 3 enfants, le donepezil, connu sur l'Aricept, la rivastigmine, connue sous Excelon, et la galantamine, commercialisée sur le Réminil. Donc, cette famille-là est les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. La deuxième famille sont les antagonistes des récepteurs glutaminergiques NMDA, et c'est une famille à enfant unique, la mémantine, commercialisée sous Ebixa. Est-ce qu'ils sont efficaces, ces médicaments-là, dans la maladie d'Alzheimer? Eh bien, l'INES a fait vraiment une grande revue de littérature pour le savoir. En fait, en recherche, ce qu'on veut savoir pour un médicament s'il est efficace dans la maladie d'Alzheimer, on étudie 3 ou 4 variables. La première variable est souvent le cognitif. Est-ce que ça a une influence au niveau cognitif? Et les autres variables au niveau fonctionnel, la qualité de vie du patient, et est-ce qu'il y a un effet global de changement par rapport à avant de prendre la médication? Donc, l'INES, de 2011 à 2013, a révisé une centaine d'études, a fait des revues systématiques de revues systématiques, et voici les résultats qu'ils ont trouvés face à ces médicaments-là. Donc, les résultats, c'est une efficacité modeste, mais sur toutes les variables. Donc, sur la fonction cognitive, sur les AVQ et l'impression globale de changement. L'amélioration est maximale à 3 mois. Donc, avant de dire qu'une médication n'est pas efficace, on devrait attendre au minimum 3 mois, idéalement même 6 mois. Est-ce que c'est efficace? On a entendu parler des SCPD. Est-ce que ces médicaments-là sont efficaces pour les SCPD? Est-ce qu'on devrait les prescrire pour les SCPD? On n'a aucune donnée qui nous permet de tirer des conclusions formelles quant à l'efficacité des SCPD pour ces médicaments-là, soit les inhibiteurs ou même la mémantine. En recherche, on a beaucoup de limites dans la maladie d'Alzheimer, dont la durée des études, très peu d'études, la très, très grande majorité des études sont de 24 semaines, très peu à 1 an et encore moins à plus long terme. Beaucoup d'abandon dans les études dans la maladie d'Alzheimer, en moyenne 13 % d'abandon dans toutes les études. Et c'est difficile de savoir qui va répondre, qui ne répondra pas. Donc, c'est essai-erreur. Donc, la conclusion de l'INES, les bénéfices cliniques apportés aux patients par ces médicaments dans le temps est très difficile à préciser. Une façon de savoir si le médicament est efficace ou pas, c'est le NNT. Est-ce que vous êtes familier avec la notion de NNT, Number Needed to Treat? Donc, combien de patients j'ai à traiter pour améliorer la situation? Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, on a un NNT de 12. Ça veut dire que je dois traiter 12 patients pour en améliorer un de façon modeste. 12, si vous parlez à un cardiologue, il va dire « Wow, très bonne NNT ». En comparaison, si vous regardez les antihypertenseurs, le NNT est de 31. Donc, quand vous donnez des antihypertenseurs, vous devez traiter 31 personnes pour sauver une vie. Mais pour sauver une vie, donc tout est relatif. Dans l'Alzheimer, c'est 12, mais pour améliorer de façon modeste un patient. L'autre façon de savoir si c'est efficace, c'est de mesurer l'amélioration clinique globale, donc de vérifier avec les aidants, on a des questionnaires pour ça, est-ce que depuis que son proche prend la médication, est-ce que vous voyez de l'amélioration? Bien, dans le cas de ceux qui prenaient des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, qu'on demande aux familles depuis qu'on prend ce médicament-là, est-ce que vous voyez une amélioration? 25 % nous ont dit oui, effectivement, depuis qu'ils prennent le médicament de la recherche, et après on sait que c'est des inhibiteurs, 25 % vont vous dire oui, de l'amélioration. Mais je vous invite à porter votre attention sur le placebo. 17 % des familles nous ont dit ben oui, ça s'est amélioré sous l'effet du placebo, donc un effet qui n'est quand même pas négligeable, le placebo. Donc, devant ces résultats-là, on devra avoir des objectifs de traitement clairs et réalistes. À ne pas faire, il ne faut pas dire aux patients « Écoutez, c'est bien triste, on a fait le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, mais faites-vous-en pas, j'ai un traitement, je vous donne la récepte, ça va bien aller. » C'est à ne pas faire. Quand on fait le diagnostic, on dit oui, c'est malheureux. Écoutez, on n'a pas de traitement, aucun traitement curatif, mais il existe depuis une vingtaine d'années des médicaments qui peuvent aider certaines personnes ou qui peuvent aider le ralentissement de la maladie.
Moi, souvent, l'analogie que je fais, c'est, je dis un peu, c'est on met un parachute sur la maladie, elle va continuer à se détériorer quand même, mais plus lentement. Option de traitement pharmacologique selon le stade de la maladie, c'est l'image que vous avez dans le guide. En résumé, les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase sont indiqués en monothérapie dans le traitement symptomatique de la maladie d'Alzheimer d'intensité légère à modérée et vont être remboursés par la RAMQ. C'est une option de traitement dans la maladie sévère. On a des études qui nous montrent que c'est efficace, mais ils ne seront pas remboursés par la RAMQ. Et c'est une option de traitement dans la maladie d'Alzheimer accompagnée d'une maladie vasculaire, qu'on appelle habituellement démence mixte, et ça va être remboursé par la RAMQ. Qu'en est-il de la mémantine? La mémantine est indiquée en monothérapie dans le traitement symptomatique de la maladie d'Alzheimer d'intensité modérée à sévère. La mémantine, on a des études aussi en maladie légère, donc ça peut être une option de traitement en maladie d'intensité légère en cas d'intolérance ou de contre-indication aux inhibiteurs. Il ne sera pas remboursé par la RAMQ. Et c'est une option de traitement de la maladie d'Alzheimer accompagnée d'une maladie vasculaire, d'une démence mixte, et ça va être remboursé. Les deux familles, est-ce qu'il y a avantage à les combiner? Est-ce que c'est intéressant de donner, par exemple, l'Aricept avec de la mémantine? Bien, la première étude qui a fait ça, c'est Tario en 2007, où il a pris l'Aricept justement avec de la mémantine, et les effets étaient spectaculaires. Les effets étaient très positifs. Ça nous disait, entre autres, qu'on retardait l'hébergement de 6 fois plus lorsqu'on combinait les deux médicaments. On disait qu'il y avait un effet synergique. Donc, les gens qui pouvaient se le permettre, parce qu'à l'époque, ce n'était pas remboursé, souvent, on poussait les deux médications. C'était à 180 $ chaque, donc c'était quand même un coût non négligeable. On pensait aider. Mais depuis l'étude de Tario, plusieurs études n'ont pas montré les mêmes résultats, si bien que est-ce qu'il y a indication, est-ce que c'est avantageux de prescrire les deux familles? Bien, on n'a pas de données probantes qui permettent d'en conseiller ou non l'usage. Donc, faites ce que vous voulez, mais on n'a pas de littérature pour dire que c'est très avantageux. Maintenant, si on prend les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, lequel est le meilleur? Lequel choisir? Si vous demandez au représentant pharmaceutique du donépézil de l'Aricept, il va dire bien c'est le mien parce que l'Aricept est le plus puissant. C'est ce qu'il nous disait à l'époque. Si vous regardez la rivastimine, l'Excellon, les gens de Novartis nous disaient bien écoutez, le meilleur c'est le nôtre parce qu'on joue sur deux enzymes, non seulement sur l'acétylcholinestérase, mais sur la butyrylcholinestérase qui est une autre enzyme. Et plus la maladie évolue, plus cette enzyme-là est importante, donc notre médicament agit plus longtemps, donc prescrivez l'Excellon. Et Réménil, la galantamine, eux disaient non, c'est le nôtre le meilleur parce qu'on agit aussi sur l'enzyme, mais on agit en présynaptique en libérant plusieurs autres neurotransmetteurs, donc on agit plus globalement dans la maladie. C'est le nôtre le meilleur, mais dans les faits, jamais un a pris le dessus sur l'autre dans les recherches. Donc, lequel choisir? Celui que vous voulez, dans le fond, celui que vous allez avoir des meilleures aptitudes ou que vous allez connaître mieux le médicament. Mais une chose peut nous aider, si on peut regarder selon les effets indésirables des médicaments, la facilité d'administration, la pharmacocinétique et les facteurs propres aux patients. Quels sont les facteurs propres aux patients? Mais regardons. Il peut y avoir la maladie sévère. Ce qui peut être intéressant dans la maladie sévère, c'est que le donépézil a plus d'études que les autres dans la maladie sévère et la mémantine. Donc, le donépézil et la mémantine ont l'indication officielle de Santé Canada pour la maladie sévère. Si on a un problème de dysphagie ou de manque de collaboration, il existe de l'Aricept RPD, qui est un Aricept fondant. L'Excellon en thème peut être intéressant pour les gens qui ont des problèmes de dysphagie ou de problèmes de collaboration. On peut le coller dans le dos, souvent entre les omoplates, puis ils ne s'en rendent pas compte, puis ils ne peuvent pas l'enlever. Le donépézil peut être écrasé. La galantamine, la capsule peut être ouverte, mais on prendra la précaution de ne pas écraser les petites granules. Et la rivastigmine Péros, qu'on utilise à peu près plus, la gélule peut être également ouverte. Si on a des gens qui ont de l'intolérance gastro-intestinale, sachez que le donépézil, par la voie orale, est celui qui en donne le moins. Celui qui en donne le plus, c'est l'Excellon oral, mais on en donne presque plus. Celui qui en donne le moins, c'est le thème d'Excellon. Pour les gens qui ont plusieurs médicaments, l'Excellon et la mémantine, les Bixa, ils ne sont pas métabolisés par le stochrome P450. Ça peut être une avenue
intéressante. Donc, c'est l'image que vous avez, que je vous ai résumée dans le guide. Vous avez le prix en bas. Vous voyez, le prix a diminué quand même. On est parti de 180 $ et depuis que les médicaments sont copiés, on est plus autour de 35-40 $, sauf pour le thème d'Excelon qui est quand même assez dispendieux encore. Je ne passerai pas à travers, c'est l'image encore là que vous avez de référence dans le guide. Soyez sans crainte, je ne passerai pas à travers, ce serait antipédagogique, mais voyons un petit peu comment on prescrit ces médicaments-là. Si on prend la récepte, pour un patient moyen, comment on va le titrer? On va commencer habituellement par 5 mg et un mois plus tard, si ça va bien, on va monter à 10 mg. Par contre, plus le patient est âgé, plus le patient est de faible poids, plus on va utiliser des précautions et plus on va y aller minutieusement. Par exemple, pour la récepte, on va commencer à 2,5 mg, 2 semaines après, si ça va bien, à 5, 2 semaines après à 7,5 et 2 semaines après à 10. Si on serait à 10, tant mieux, mais la dose de 5 mg est la dose efficace. Donc, souvent, chez mes patients très âgés, je ne dépasserai souvent pas 5 mg. Donc, plus on augmente nos doses, plus c'est efficace dans ces médicaments-là. Par contre, plus on augmente les doses, plus on risque des effets secondaires. Donc, souvent, on va y aller par palier. Quand on a atteint les effets secondaires, on recule d'un palier. Pour la galantamine, le Réménil, on a 3 doses. On a le 8, le 16 et le 24 mg. La dose efficace est le 16 mg. Donc, on va commencer à 8 mg le premier mois. On va monter à 16 mg le deuxième mois. Et là, on aura une option soit de monter à 24 ou d'attendre, voir si notre patient éventuellement va se détériorer et à ce moment-là, d'augmenter à 24. Pour l'Excelon, dans le temps qu'on avait les comprimés orales, c'était très difficile. Donc, on y allait à des titrages à toutes les 2 à 4 semaines. On commençait par 1,5, 3, 4,5, 6. Donc, on y allait par palier. Très peu de patients se rendaient jusqu'à 6 mg. Beaucoup d'améliorations depuis le thème. Donc, le thème, c'est simple. Il y a 2 thèmes, 5 cm et 10 cm. On commence avec le 5 cm le premier mois et on augmente à 10 cm le deuxième mois. Les Bixa, la mémantine, on commence à 5 mg la première semaine, et on augmente de 5 mg à toutes les semaines. Donc, 5 la première, 5 la deuxième, 10 la troisième, et après 10. Mais je vous avoue que chez les personnes âgées, souvent, 10 mg une fois par jour est une dose adéquate. Quels sont les effets indésirables les plus fréquents? Vous voyez, dans la colonne de gauche, c'est les effets secondaires des inhibiteurs et dans la colonne de droite, la mémantine. Beaucoup moins d'effets secondaires au niveau de la mémantine. C'est une médication qui est extrêmement bien tolérée. On peut voir des étourdissements, de la constipation, confusion, céphalie. Très rarement, il y a la tension artérielle qui est à vérifier lorsqu'on prescrit la mémantine. Agitation, insomnie, ça peut arriver, mais encore là, très peu fréquent. Oui, dans la Lafrenière. Et Bixa. L'excellent, tu cites de façon progressive comme ça. Comment tu procèdes à la première visite quand tu fais ta prescription? Est-ce que tu prescris d'emblée les augmentations à chaque semaine, si bien toléré, ou tu revois le patient? Je prescris d'emblée, mais on a la chance d'avoir des infirmières avec des ordonnances collectives. Je dis, moi, je fais la prescription, puis c'est les infirmières qui font tout ça. On va voir le suivi, là, ils font le suivi et les augmentations. Oui, fait que moi, je fais juste la première prescription, puis souvent, je ne revois pas le patient, si ça va bien. Les inhibiteurs, je vous dirais 90 % des effets secondaires des inhibiteurs, c'est au niveau digestif. Numéro 1, diarrhée, bien connu, mais tous les symptômes digestifs peuvent apparaître. Les nausées, perte d'appétit, douleur abdominale, mais de loin le plus fréquent, la diarrhée. Les autres effets secondaires sont beaucoup plus rares. On peut voir, c'est un médicament qui ralentit, on va voir, ça joue sur le nœud AV, donc c'est bradycardisant, donc se méfier des bradycardies. C'est un médicament qui peut donner de l'insomnie. Vous savez, au début, quand les médicaments sont arrivés sur le marché, on le donnait au coucher pour éviter les nausées. On s'est aperçu que les patients dormaient moins. Donc maintenant, on le prescrit le matin avec de la nourriture. Contre-indication absolue, il y en a très peu. Donc, de la donepezil, il n'y en a pas. Galantamine, insuffisance rénale ou hépatique sévère. Même chose pour l'Excelon et même chose pour la mémantine. Les contre-indications, c'est vraiment plus au niveau relatif et au niveau cardiaque. Les discussions qu'on a eues dans le groupe d'experts, c'était vraiment au niveau cardiaque. Qu'est-ce qu'on fait? Puis on va réviser un petit peu le paragraphe qui est dans le guide. Donc, dans le guide, ce qu'on nous dit, c'est qu'avant de prescrire un inhibiteur, les éléments suivants devraient être considérés chez tous les patients.
l'administration d'un questionnaire cardiovasculaire afin de détecter toute arythmie, bradycardie, syncope ou pré-syncope, la prise de pouls au repos afin de détecter une bradycardie, un pouls inférieur à 55 battements par minute. La réalisation d'un électro, si cet examen est facile d'accès, représente une bonne pratique, mais n'est pas obligatoire. Je dirais que l'objet de discussion s'est fait beaucoup autour de l'électro. Les spécialistes disaient, ben oui, moi, quand je prescris ça, je fais toujours un électro. Nous autres, on disait, ben nous autres, au bureau, on n'a pas ça. Puis je pense qu'un pouls régulier, ça peut faire l'affaire. Donc, on a fait un peu un compromis. Moi, je pense que prendre le pouls, un pouls régulier en haut de 60, c'est correct. Entre 50 et 60, c'est là qu'il faut prendre une précaution puis faire un électro vraiment. Et une semaine après l'introduction de ces médicaments-là, des inhibiteurs, on refait un autre électro pour s'assurer que c'est encore adéquat. Avant de prescrire, également nécessaire d'effectuer une surveillance particulière pour la bradycardie sinusale. On a vu que ça ralentit, maladie du sinus, les blocs AV. Le chiffre qu'il faut retenir pour le PR, c'est 225. Donc, si vous avez un PR plus de 225, il faudrait s'abstenir de prescrire ces médicaments-là. Faire attention lorsqu'on a des bêta-bloqueurs qui ralentissent aussi le cœur ou des médicaments qui vont jouer sur le QT. Interaction médicamenteuse, c'est vraiment pas un problème avec les deux catégories. On joue sur les 2D6, 3 à 4 pour le donepezil, galantamine. Donc, on a la liste des médicaments qui jouent à ce niveau-là. Pour la mémantine, faire attention aux médicaments qui alcanalisent les urines. Ça va augmenter l'effet de la mémantine. Je dirais où il faut porter plus d'attention, c'est les interactions pharmacologiques. Au niveau des anticholinergiques, si on veut être logique, les inhibiteurs, c'est cholinergique. Donc, si on a une médication du patient qui est anticholinergique, mais là, on vient annuler nos effets. Donc, des fois, c'est mieux de faire un ménage dans les médications du patient que de prescrire un inhibiteur. Lorsqu'on prescrit ça, c'est sûr qu'il faut obligatoirement faire un suivi. Ce n'est pas le genre de prescription qu'on fait puis qu'on donne au rendez-vous pour qu'on ne voit plus le patient. Quel est le suivi recommandé? Bien, minimalement une visite à 3 mois pour vérifier si le patient le prend, s'il y a des problèmes, s'il y a des effets secondaires. Et à 6 mois pour voir si ça fonctionne, si c'est efficace. Je vous dirais que chez nous, les infirmières, après 2 semaines, vont faire un appel téléphonique pour voir si ça va bien, si les gens le prennent, s'ils ont des effets secondaires. À 1 mois, ils vont rappeler pour augmenter et titrer le médicament. Ils vont rappeler à 6 semaines pour voir si l'augmentation donne des problèmes. Et après, ils vont rappeler à 3 mois, puis à 6 mois, on va faire une visite conjointe, infirmière et médecin. Donc, on sédule le patient dans la même période. L'infirmière va faire la revue de la médication. Il va tout vérifier à chaque visite, l'efficacité, la présence des effets indésirables, l'adhésion au traitement, la gestion des interactions médicamenteuses, le poids, les signes vitaux, vérifier les prises de sang. Et après, il y a une discussion entre l'infirmière et le médecin et on décide si on continue la médication. Donc, si les tests sont concluants, donc on a une amélioration de nos tests cognitifs et que la famille nous dit « Ah oui, ça marche, on est heureux, on voit vraiment une différence », bien c'est facile, la décision, on continue. Si on voit qu'il y a un déclin, plus que 3 points, puis la famille nous dit « Non, non, ça s'est détérioré », bien décision facile, on arrête. Si c'est resté pareil, si nos tests cognitifs sont restés pareils, puis la famille nous dit « Savez-vous, depuis qu'on s'est vu il y a 6 mois, ça n'a pas changé, c'est resté pareil, pour moi, c'est un succès. C'est une maladie dégénérative dans le temps, fait que je le laisse à bord, le médicament, à ce moment-là. Passage d'un inhibiteur à un autre, il y a eu à peu près, il y a une dizaine d'années, une mode. On prescrivait un premier inhibiteur, puis lorsqu'on voyait que le patient déclinait beaucoup, on dit, on va le rattraper avec un autre inhibiteur, on va lui redonner un second souffle. C'est une mode qui n'a pas duré longtemps parce qu'on était très déçus, puis ça a duré 1 an ou 2. Maintenant, c'est plus conseillé de faire ça. Si on a vraiment des effets bénéfiques dans notre premier 6 mois, on a tendance à garder la même médication. Il peut arriver, par contre, qu'on ait besoin de changer d'inhibiteur. Par exemple, si on donne un premier inhibiteur et le patient ne le tolère pas, on va le changer à ce moment-là. Par exemple, on donne de l'Aricept, on donne 5 mg, ça va bien, on arrive à 10 mg, puis il y a de la diarrhée. Souvent, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rétrograder. Puis s'il était juste à 5 mg, souvent, je vais l'arrêter pendant 1 semaine, puis après, on recommence à microdose. 2,5, bien toléré. 5 mg, bien toléré. Puis des fois, crème, on se rend jusqu'à 10. Puis pour une raison que je comprends mal, juste le fait d'avoir arrêté puis reprendre une petite dose, le patient le tolère bien. Mais s'il ne tolère pas, on arrête le premier, puis on y va avec un deuxième, mais on recommence au départ au titrage 0. L'autre occasion où on peut changer, c'est que ça ne fonctionne pas. C'est qu'on en donne un premier, puis à 6 mois,
On n'a pas l'impression que ça ne fonctionne pas. Puis il y a un peu une réponse individuelle à ces médicaments, un peu comme les antidépresseurs. Vous savez, les antidépresseurs, ça fonctionne à peu près tous à 70 %, mais chez certains, ça va être miraculeux, chez l'autre, c'est bon rien. Les inhibiteurs, on pense qu'il peut y avoir une réponse personnelle aussi. Donc, si après un premier, on n'a pas de résultat, on peut essayer un deuxième. À ce moment-là, on pourra faire le switch beaucoup plus rapidement. Par exemple, si on était déjà à récepte 10 mg qui était bien toléré, on pourrait passer à l'excellon 10 d'emblée ou 5 pendant une semaine, puis rapidement monter à 10. On ne serait pas obligé de recommencer à 0. Quand est-ce qu'on arrête? Ça, c'est une grande question qu'on s'est posée pendant des années. Puis heureusement, les consensus, l'avant-dernier consensus canadien nous a aidés. Et l'INES s'est basé sur le dernier consensus canadien pour nous donner 6 critères où on peut arrêter la médication. Le patient éprouve des effets indésirables, incommodants et intolérables. On essaie un premier, puis il ne le tolère pas, il se vomit le cœur, puis on essaie un deuxième, puis c'est la même chose. Bien, écoutez, on ne s'obstine pas, on n'en donne pas à ce moment-là. L'état clinique du patient s'est aggravé suivant la mort du traitement, ça peut arriver. C'est rare, mais des fois, on donne un inhibiteur pour, au lieu de stabiliser ou améliorer la maladie, on va la détériorer, ou le patient se met à avoir des délires ou à avoir des CPD. On arrête le médicament, puis tout disparaît, mais on ne court pas après le trouble, on arrête la médication. Les autres maladies dont souffre le patient rendent le risque associé au traitement inacceptable. Donc, s'il y a des médicaments un peu touchés ou de l'arythmie ou des maladies sévères, on va s'abstenir de prescrire ça. Si le patient mandataire décide d'arrêter, on va respecter ça. La démence du patient a progressé par vers un stade avancé. Si on est en soins palliatifs, je pense qu'on peut se permettre d'arrêter la médication. Le patient ne respecte pas la posologie. Donc, s'il prend tout croche déjà ses médicaments, un peu comme le cas que je vous ai présenté. En médecine, je pense que la première loi, c'est de ne pas détériorer. À ce moment-là, si on sait que la médication est déjà mal prise, on ne rajoutera pas un autre médicament à ce moment-là. Si on arrête, il faut faire attention. Arrêter les médicaments dans une maladie d'Alzheimer, on peut avoir des rebounds. Donc, on peut avoir une détérioration suivant l'arrêt de la médication. Donc, on ne les laisse pas dans le vide. On les suit 2 à 4 semaines après. Si on revient à nos cas cliniques, Juliette, 84 ans, pas trop malade, à domicile, Alzheimer léger, est-ce que vous donneriez quelque chose? Oui. Qu'est-ce que vous donneriez? Un inhibiteur, n'importe lequel des 3. Excellent. Georgette, maladie sévère, est-ce que vous donneriez quelque chose? Oui? Demandez-vous à la famille s'ils veulent donner quelque chose. Oui, moi je leur dis. Moi, je mets vraiment les attentes là, réalistes. Je leur dis, écoutez, c'est pas miraculeux, mais j'ai pas rien d'autre à vous offrir. Puis on a de l'amélioration dans à peu près un patient sur 2, un patient sur 4, un patient sur 3. Fait que là, on part avec ça. Dans ce cas-là, écoutez, on connaissait très peu des inhibiteurs. Moi, j'ai dit, écoutez, je pense pas que ce soit le cas, mais elle insistait, puis elle dit, c'est pas grave, je vais payer, on a des assurances. Puis on l'a donné. Et la dame jouait avec ses selles. Et elle a arrêté de jouer avec ses selles. Parce que c'est la récepte qui a fait ça, mais pour la fille, écoutez, elle aurait pu être représentante pharmaceutique. Elle était vraiment contente, là. Elle est sûre que c'est le médicament qui a réglé le problème des selles. Moi, je ne suis pas convaincu, mais elle a eu jusqu'à temps qu'elle soit hospitalisée en phase terminale. Mais ça serait discutable de savoir si on en donne ou pas. La mémantine n'était pas, ça c'était en 97, n'était pas arrivé, est arrivé en 2003 la mémantine, mais vous avez raison, je pense que idéalement on aurait donné de la mémantine parce que la récepte présentement ne serait pas acceptée, ne serait pas payée par la RAMQ, ne serait pas remboursée par la RAMQ, à moins d'avoir des assurances privées, puis même là ça commence à être plus difficile. Mais la récepte est quand même des preuves que ça peut être efficace en démence sévère. Pour Rita, bien, elle prend tout croche ses médicaments, on n'est pas porté à lui en donner. Puis une démence mixte très malade avec une médication très lourde. Je pense qu'avant de lui en donner, je ferais peut-être un petit ménage là, au niveau de la médication, puis après, je reconsidérerais la médication. En gros, c'était ce que je voulais vous parler pour la médication que j'appelle anti-Alzheimer. Vous remarquez que les inhibiteurs et la mémantine sont faits pour la maladie d'Alzheimer ou la démence mixte, à stade léger, modéré ou sévère. On n'a pas parlé pour les troubles cognitifs légers. Qu'est-ce qu'on fait avec les troubles cognitifs légers?
On n'a aucune étude qui nous permet de donner ces médicaments-là aux troubles cognitifs légers. On se rappelle la différence entre troubles cognitifs légers puis démence. Troubles cognitifs légers, c'est qu'on est capable d'objectiver des troubles cognitifs, mais ils sont fonctionnels dans la vie de tous les jours. La démence, c'est qu'ils ont des troubles cognitifs, mais ils commencent à avoir un impact fonctionnel significatif. Qu'est-ce qu'on fait avec nos troubles cognitifs légers? On ne donne pas de médicaments, ce n'est pas indiqué. Donc, on ne donne pas d'Aricept, on ne donne pas d'Excellon, pas de Réminil, pas d'Ebixa. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne des conseils. On leur dit de faire de l'activité physique, on leur dit de faire des activités intellectuelles, on leur dit de bien s'alimenter. Diète méditerranéenne, c'est elle qui a le plus d'études. Et on propose de la recherche. Si vous me permettez, pendant 5 minutes, je vais parler un petit peu de recherche parce qu'on a une nouvelle...